Bonjour et bienvenue à tous dans Demain la com, le regard des étudiants sur notre société de communication. À l'heure du numérique, nos données valent de l'or et si l'on ne prend pas garde à les contrôler, eh bien, ces données, elles nous échapperont. Sommes-nous rentrés dans l'ère de la communication espion? C'est la question que se posent les étudiants de la licence pro communication de proximité et médias numériques aujourd'hui et on en parle d'abord avec Ambre. Bonjour Ambre. Bonjour Olivier. Alors oui, en effet, on va parler de la communication espion, c'est-à-dire des entreprises en fait qui utilisent des techniques telles que la biométrie, le marketing digital, l'advergaming ou encore la géolocalisation à des fins publicitaires et marketing. Donc si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite par une petite vidéo qui illustre la reconnaissance faciale. Donc ici, on voit la société FaceDeal, qui est une application en fait liée au compte Facebook. Et une fois que vous êtes inscrit sur cette application, les caméras des commerces qui sont équipés vous reconnaissent quand vous entrez dans le commerce. Et donc, vous pouvez ensuite recevoir par message des promotions personnalisées ou des messages. Voilà, c'est le principe finalement de la reconnaissance faciale, hein. Mais plus généralement, on parle de biométrie. C'est quoi la biométrie? Alors la biométrie, c'est une science en fait de reconnaissance de caractéristiques physiques. Donc, en fait, ça utilise les empreintes digitales, par exemple, l'iris, la rétine, les contours de la main, qui sont autant de caractéristiques individuelles et qui permettent des preuves irréfutables de l'identité d'une personne. Donc, la biométrie, en fait, d'une manière générale, est utilisée plutôt dans l'agronomie, l'écologie et la médecine. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on voit des entreprises l'utiliser à des fins de communication et à des fins marketing. Parce que en fait, la biométrie permet vraiment de profiler ses clients, de savoir qui vous êtes en tant qu'individu, et donc de proposer des messages et des offres Hmm. personnalisées. Donc reconnaissance faciale, biométrique, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport aux techniques traditionnelles, on va dire, de ciblage? Alors, les techniques traditionnelles de ciblage, ça permet de savoir si vous êtes un homme, une femme, quel âge vous avez environ, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, les entreprises s'intéressent à plus. Non seulement elles veulent savoir ça, mais elles veulent aussi savoir si vous avez des amis, qui sont votre famille, que sont vos loisirs, ce que vous aimez dans la vie. Donc, en fait, la biométrie associée à l'usage des réseaux sociaux et à votre activité sur les réseaux sociaux, ça permet vraiment de vous connaître en tant que personne et de connaître vos habitudes de consommation. Hmm. Donc, par exemple, Tesco, qui est une grande enseigne de grande distribution britannique, a décidé de mettre des écrans publicitaires près de ses caisses. Et donc, ces écrans, en fait, sont équipés de caméras qui utilisent la reconnaissance faciale. Donc, grâce à ces caméras, en fait, on va vous retrouver sur Facebook Ah ouais, et en fonction de votre profil c'est dingue. et également des données démographiques ou des données temporelles, on va pouvoir vous proposer des messages vraiment personnalisés. Donc, pour prendre un exemple, si un jeune qui aime une page de boisson énergétique sur Facebook va faire ses courses chez Tesco un matin, il verra sûrement des pubs, des promotions pour une canette de Red Bull, par Sur exemple. son fil Facebook. Non, Ah, sur l'écran, sur l'écran d'accord, ok, publicitaire des caisses. d'accord, waouh, c'est impressionnant quand même, hein. Oui, en Ça effet. n'existe pas en France encore, hein. Non, ça n'existe pas encore en France pour des raisons juridiques qu'on va voir Hmm. plus tard dans l'émission. Donc, pour conclure, la biométrie, c'est un excellent outil en fait pour les entreprises de leur point de vue parce que ça permet vraiment de cibler au maximum ses clients. Par contre, si on se place du point de vue du consommateur, ça pose quand même des problèmes parce que ce sont des données très personnelles, privées même, et c'est vrai qu'on n'a pas tous envie que nos empreintes ou les caractéristiques faciales qu'on peut avoir soient utilisées par n'importe quelle entreprise. Très bien, merci beaucoup Ambre pour toutes ces infos sur la biométrie. Maintenant, on va se poser une question. Comment le digital redéfinit l'expérience client? Alors, comment le digital redéfinit l'expérience client? Eh bien, on va poser cette question à Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Olivier. Face au e-commerce qui affiche une croissance impressionnante ces dernières années, les enseignes doivent faire face à une baisse de fréquentation de leurs points de vente. Les magasins redoublent donc d'efforts pour attirer le client. Le digital apparaît comme un moyen de redéfinir l'expérience en magasin et de créer une valeur afin de proposer une expérience plus simple, plus conviviale et plus personnalisée aux clients. Les magasins l'ont bien compris et mettent en place de nombreuses initiatives intéressantes. On appelle cette tendance le retailtainment, traduction, la vente divertissement. Cabines d'essayage virtuelles,
personnalisation de produits via écran tactile, sols et murs digitaux interactifs. Les exemples ne manquent pas, comme nous allons voir en images. Par exemple, dans cette boutique de Tokyo de prêt-à-porter, adieu les cabines d'essayage. Lorsqu'un client prend un vêtement, le cintre va reconnaître le modèle sélectionné. Le produit va alors s'afficher sur un écran et le vêtement sera porté par un mannequin. Mais comment c'est possible ça, hein? Grâce aux puces RFID, hein, c'est ça, hein, ces petites puces là. Grâce à la technologie RFID, pour vous aiguiller, Olivier, vous savez, ces étiquettes que l'on retrouve dans nos vêtements, eh bien, ces étiquettes sont munies de puces émettant des ondes radio. Cette technologie permet d'identifier un objet, d'en suivre le cheminement et d'en connaître les caractéristiques à distance. Voilà, ça on l'a aussi, les petites puces RFID sur nos cartes bancaires. En fait, c'est quand on paye on dit en contact chez un boulanger, on présente sa carte et on est dépité. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un risque ou pas quant à nos données? Est-ce que nos données peuvent être piratées, collectées? Alors oui, c'est vrai que la confidentialité des données collectées par les enseignes reste encore assez floue. Et il y a également des impacts sur la santé liés à l'émission d'ondes magnétiques. Et ce système donc, que vous nous présentez, là, est-ce qu'il peut être utilisé par les magasins, donc les adeptes du retailtainment, comme vous avez expliqué tout à l'heure? Alors, ce système est utilisé par certains magasins, mais certains points de vente vont même plus loin dans les dispositifs qu'ils mettent en place. À l'instar du magasin Adidas à Londres, qui a installé en 2012 un mur digital interactif, connecté et composé de 12 écrans qui permet de visualiser en 3D les 8000 chaussures du catalogue. Wow. Ce mur reconnaît automatiquement si l'utilisateur est un homme ou une femme et lui propose des recommandations adaptées. Il lui permet également de consulter les avis des internautes via des flux Twitter et de visionner des contenus multimédia tels que des vidéos ou des photos relatifs au modèle consulté. D'accord. Les magasins vont même plus loin dans les dispositifs mis en place, à l'instar de la marque britannique Bodymetrics, la marque Bodymetrics a mis à disposition des clients des body scans. Ce sont des cabines d'essayage qui scannent le corps du consommateur afin de déterminer ses mensurations. Ce dispositif permet donc aux clients de choisir la meilleure coupe de jean en fonction de leur morphologie. Ça marche, ça? Il y a des études qui nous disent si ça fonctionne bien, Alors, si oui, on vend Olivier. plus ou pas? Alors oui, Olivier, il y a une étude menée par l'agence de marketing Fast Company qui montre que les clients qui passent par le body scan dépensent 2 fois plus que les autres. Et on les trouve en France, ces body scans, ces cabines particulières, hein? Alors oui, en France, nous notons 2 pionniers, les boutiques Nouveaux Ateliers, qui réalisent des costumes sur mesure grâce à des scanners réalisés sur les clients, et le magasin Derville, situé à Paris, qui propose de fabriquer des chaussures sur mesure grâce à un scanner 3D de nos pieds. Le consommateur attend avant tout du digital qui lui permet de faciliter son parcours d'achat et de bénéficier de meilleurs services. Vous l'aurez donc compris, Olivier, le magasin connecté a donc de beaux jours devant lui et les consommateurs semblent être prêts à cette révolution. Cependant, face aux méfiances des consommateurs quant à la protection de leurs données collectées, les magasins devront donc se montrer plus transparents. Très bien, merci pour tous ces exemples. Merci encore, Antoine. Et puis, on va s'intéresser maintenant à l'Adver Gaming. Et on accueille Elisa pour parler d'Adver Gaming. Bonjour Elisa. Bonjour Olivier. Et on a envie de savoir avec vous, c'est quoi l'Adver Gaming? Alors littéralement parlant, le terme advergame est né de la contraction de 2 mots. Premièrement, advertising, qui veut dire publicité en français, et game, jeu. Donc cette pratique consiste pour les marques à toucher le consommateur par le biais d'un jeu vidéo. L'advergaming est de plus en plus utilisé par les marques pour communiquer d'une façon différente. Comme on va le voir sur cette vidéo, on retrouve dans le jeu vidéo GTA la présence de la marque Coca-Cola. Il faut savoir que les marques apportent un soutien financier à la création et au développement d'un jeu qui va véhiculer son image de marque ou ses messages. On parle donc de publicité intrusive, comme par exemple avec McDonald's ou le moteur de recherche Bing qui s'incruste dans le jeu Farmville. Donc pour le géant de l'informatique Microsoft, qui est propriétaire de Bing, il y a plus de fans sur Farmville que sur le fidèle réseau social de Twitter. Voilà, d'où leur présence évidemment sur Farmville. J'ai entendu parler aussi d'Adver Games. Ce sont quoi les Adver Games? Alors les Adver Games, ce sont des jeux viraux, des jeux de buzz qui sont créés par les marques. Ils ont pour objectif de divertir le consommateur, mais aussi de compléter la base de données de la marque qui sont récoltées au préalable par la marque.
en elle-même. Vous avez des exemples? Oui, alors l'annonceur, par le biais d'une agence, propose à l'utilisateur de découvrir un produit ou la marque de façon ludique sous forme de vidéo. Donc voici une campagne interactive bien orchestrée par la marque de glace Magnum. Elle nous propose de participer à la Magnum Pleasure Hunt, une véritable chasse au plaisir. L'utilisateur prend le contrôle de l'héroïne et va devoir saisir des morceaux de chocolat tout au long de cette expérience fun, ludique et bien sûr tout en légèreté. Donc pour conclure, ces nouveaux outils offrent aux utilisateurs une expérience personnalisée, bien sûr avec des niveaux d'engagement, c'est-à-dire quelque chose de différent de l'affichage ou du spot publicitaire de 30 secondes. L'enjeu principal est donc de penser ludique, se demander comment faire en sorte que l'utilisateur revienne encore et encore, qu'il ne se lasse pas bien sûr, et surtout qu'il associe le plaisir du jeu à la marque. Très bien, ça a de beaux jours devant lui, je pense, l'Advergaming, ça marche très très bien. Merci beaucoup Elisa. Merci Olivier. À suivre, on va parler de géolocalisation, les dangers, les bons plans des géologues. En tout cas, c'est la nouvelle boussole du marketing, la géolocalisation. Et j'accueille Charlène pour parler de la géolocalisation. Bonjour Charlène. Bonjour Olivier. Mais c'est quoi la géolocalisation? On en parle depuis des années, le GPS dans la voiture, c'est de la géolocalisation. Est-ce qu'on peut avoir une définition de la géolocalisation? Alors, concrètement, la géolocalisation, c'est la détermination de la localisation géographique précise d'un individu. Grâce au smartphone, une entreprise peut aujourd'hui déterminer la position d'un consommateur et lui transmettre des informations ciblées et personnalisées. Cette technologie s'adapte aux changements d'habitudes et d'attitudes des consommateurs, de plus en plus nomades et toujours connectés à Internet. Pour être géolocalisé par les entreprises, le Mobinote autorise l'application à connaître ses déplacements de manière continue grâce au Foursquare et on dit alors qu'il est actif. Autre cas où il s'agit de services que le consommateur doit activer et où les déplacements sont enregistrés mais sans interaction, la géolocalisation est donc passive. Enfin, il y a une solution hybride où le Mobinote peut choisir les zones où il souhaite être localisé. Alors ça sert à quoi pour les marques d'utiliser la géolocalisation? Alors, l'intérêt majeur pour les marques est d'adapter leur communication et éventuellement l'offre en fonction de cette localisation. Le client ou prospect est alors davantage tenté à se rendre en magasin. La géolocalisation donc permet un ciblage géographique des campagnes marketing et publicitaires et permet donc de renforcer l'efficacité des messages. Mais elle peut également être utilisée pour étudier les déplacements des consommateurs en dehors et dans les points de vente, pour ainsi approfondir la connaissance client. Donc globalement, les points forts pour une entreprise, c'est de favoriser les achats impulsifs, de développer la stratégie cross-canal, mais également de doper les passages en boutique, de générer du trafic sur le site internet et de gagner en popularité sur les réseaux sociaux. Vous avez des exemples? Alors oui, aujourd'hui, des applications donc, comme celle du centre commercial Quartz, situé en Île-de-France, guident même le consommateur jusqu'au produit désiré. Les consommateurs sont suivis même dans les rayons grâce à une petite boîte noire installée en boutique. Pour que l'outil fonctionne, le consommateur doit activer son Bluetooth et télécharger l'application dédiée du centre commercial. Cette technologie est une réelle aubaine pour les entreprises car elle permet vraiment de booster les produits et vendre ceux qui ne se vendent pas. Tous les achats des consommateurs du Quartz inscrits au programme de fidélisation seront enregistrés par le grand magasin pour leur proposer des produits et promotions plus adaptés. Un autre exemple? Donc oui, autre exemple, donc les campagnes mobiles varient selon votre position. Par exemple, lorsque vous ouvrez votre application météo, des campagnes de publicité vont apparaître selon le temps de là où vous vous situez. Donc s'il fait chaud, vous êtes susceptible de recevoir une publicité d'Agendas, comme on l'a vu sur les images, vous incitant à consommer une glace et trouver le magasin le plus proche. Voilà, ici il fait froid, on vous propose d'acheter un pull. Est-ce qu'il y a des risques pour le consommateur ou pas avec toutes ces questions? Alors, donc on sait tous, la géolocalisation reste quand même une pratique assez intrusive. Donc les entreprises connaissent chacun des déplacements des clients, ce qui en intéresse beaucoup d'autres automatiquement. Donc la majorité des données récoltées sont donc revendues à d'autres entreprises. Le problème est qu'aujourd'hui, le consommateur n'est pas forcément au courant que ces données personnelles sont sauvegardées et le plus souvent revendues. Donc certaines applications, même éteintes, continuent à récolter des données et à les enregistrer. La CNIL et de nombreux experts s'inquiètent du manque de contrôle de ces données
collectée. Certains parlent même de la géolocalisation ou la fin de la vie privée. Bon, alors si on est inquiet et qu'on ne veut pas être géolocalisé, comment on fait avec son téléphone mobile? Est-ce qu'il y a un moyen de ne pas être retrouvé si on veut être tranquille? Alors tout à fait Olivier. Donc, afin d'éviter d'être traqué par les entreprises, commencez d'abord par désactiver la fonction GPS de votre smartphone. Excusez-moi. Par ailleurs, faites bien attention quand vous installez des applications. Dans la grande majorité des cas, un pop-up vous demande si vous autorisez l'application à vous localiser. Enfin, certaines géolocalisations peuvent être cachées. iPhone dispose d'un système masqué qui se charge de mémoriser les lieux où vous vous rendez fréquemment. Donc pour désactiver ce système, vous devez décocher l'onglet Lieux fréquents dans le service de localisation de vos paramètres de confidentialité. Donc globalement, pour conclure sur tous les sujets qu'on vient de vous présenter, nous allons regarder en fait une petite vidéo de l'interview de la juriste de BNP Paribas, Anne Châtelier, qui est spécialisée dans la protection des données. Une donnée personnelle est à la fois une donnée directe, ça va être par exemple les noms, les prénoms, le téléphone, mais ça peut aussi être des données indirectes de la personne, un numéro de carte bleue, un numéro d'immatriculation, des données, les photos, des données biométriques. Toutes ces données font l'objet d'une protection et imposent, lorsqu'on veut les utiliser à des fins commerciales ou marketing, de respecter un certain nombre de points, notamment l'information des personnes dont on utilise les données. Il faut que les personnes puissent donner leur consentement dans un certain nombre de cas lorsque leurs données vont être utilisées à des fins marketing. L'autorité de protection des données doit être informée des traitements de données. Alors, que risque une entreprise si les données de ses clients ne sont pas bien protégées ? Les sanctions en France sont de deux ordres. Des sanctions administratives que peut prononcer l'autorité de protection des données, la CNIL. L'autre possibilité de sanctions sont des sanctions pénales que la CNIL va demander devant les tribunaux. La France dispose d'une réglementation assez stricte sur la protection des données, alors que les États-Unis aujourd'hui n'ont pas de réglementation générale sur la protection des données, mais plutôt des réglementations sectorielles qui protègent par exemple les enfants ou les données de santé. Ce qu'il faut noter par ailleurs, c'est que la conception de la donnée est très différente aux États-Unis et en Europe ou en France. Les États-Unis considèrent la donnée comme un bien marchand qui doit favoriser le commerce et donc en assure la libre circulation, alors qu'en Europe, la donnée constitue un attribut de la personnalité et donc doit être protégée en tant que telle. Voilà, on le voit bien en France, on ne peut pas collecter nos données comme on veut. Et on le sait, grâce à vous, Charlène. Donc, il faut bien faire attention lorsqu'on prend une appli qu'on vous propose, voulez-vous être géolocalisé? On réfléchit avant de cliquer. Et puis, si on a cliqué, après, il faut aller dans les paramètres et puis suivre vos conseils. Merci beaucoup, Charlène. Merci aussi aux autres chroniqueurs, à Ambre, à Elisa et à Antoine. Ils sont tous étudiants de la licence professionnelle communication de proximité et médias numériques de l'IUT de Cergy-Pontoise. Et on enregistrait cette émission ici depuis leur studio qui est à Sarcelles. À très vite pour un prochain numéro de Domaine à Com.